demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition du journal télévisé. Les concertations nationales s'achèvent avec une pile de résolutions qui demandent des changements de fond en ce qui concerne la gouvernance du pays. Les délégués à ces assises ont entériné ce jeudi au cours d'une plénière organisée par le présidium de ce forum au Palais du Peuple. Le rapport final sera transmis à Joseph Kabila avant leur application. Pendant ce temps, le Haut-Commissariat pour les réfugiés dit ne rien savoir sur le retour de 200 familles en provenance du Rwanda. Les responsables de cette agence du système des Nations Unies disent avoir été informés comme tout le monde par la voie des ondes. Une équipe d'enquêteurs est déjà sur le terrain pour faire la lumière sur cette affaire. Le Daring Club Motema Pembe de nouveau en crise. Alors que l'on croyait l'orage passé, la famille imanienne n'a pas encore fini avec ses misères. À peine élu à la tête de cette formation sportive, Max Mayaka a appris son éviction à partir de l'Europe où il séjourne présentement. Les successeurs d'Antoine Moussangane payent pour ses absences et surtout pour n'avoir pas cotisé en ce moment où l'équipe prépare le championnat de la Lina Foot. Voilà tout pour les sommaires et bienvenue à tous. Bonsoir, ça se disait depuis quelques jours, c'est officiel, le pays devrait bientôt basculer à une gouvernance consensuelle. C'est du moins ce que demandent les différents groupes thématiques de concertation nationale. Toutes les commissions ont présenté leur rapport assorti de plusieurs recommandations. C'était au cours de la plénière de ces assises présidées par les présidiums tenus par Léon Kengoa Dondo et Aubin Minakou. Les recommandations coulées sous forme de résolution seront présentées au chef de l'État pour des mesures d'application. Suivez cet extrait. Les États généraux numéro 1 proposent les pistes de solutions consensuelles ci-après se rapportant d'une part à la gouvernance politique, d'autre part à la gouvernance sociale. Gouvernance politique. S'agissant des principes, valeurs et visions de la gouvernance, affirmer l'engagement de toutes les parties à consolider la cohésion nationale et à sauvegarder les pactes républicains, notamment par le strict respect de la Constitution, particulièrement dans ses dispositions voulues intangibles par les souverains primaires relatives au respect de la forme républicaine de l'État, du principe du suffrage universel, de la forme représentative du gouvernement, du nombre et de la durée du mandat du président de la République, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pluralisme politique et syndical, de la non-réduction des droits et libertés de la personne ou des prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Affirmer la nécessité d'inscrire l'action publique et d'intégrer dans les comportements de l'ensemble des dirigeants, à tous les niveaux, les principes et valeurs qui fondent la gouvernance et renforcent la cohésion nationale, notamment en adoptant un code d'éthique en matière de bonne gouvernance, à savoir la poursuite du bien commun, le pouvoir conçu comme service à la nation, la transparence ou la gestion dans l'esprit de vérité, la satisfaction équilibrée des besoins des populations,
le respect absolu de la loi, la justice et l'équité, l'éthique et du service public, la poursuite de l'intérêt général et non des intérêts particuliers, le respect de la parole donnée, la promotion de la culture de l'intégrité, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation par le respect du pacte républicain et la non-prise du pouvoir par les armes. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. L'affaire fait encore débat à travers le pays. Qui sont réellement les personnes qui ont traversé la frontière congolaise à partir de Bunagana, une agglomération occupée par les M23? La question est sur toutes les lèvres à Kinshasa comme du reste à travers tout le pays. Seul le M23 les présente comme des réfugiés congolais vivant au Rwanda qui ont décidé de regagner la mère patrie. Leur présence sur le sol congolais suscite des vives inquiétudes tant du côté du gouvernement que de la population qui les considère comme des Rwandais venus prêter main forte à la rébellion du M23. Lambert Mende a dit mercredi que le gouvernement attendait des explications de la part du HCR. Là aussi, la surprise est totale. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dit ne dispose pas d'informations précises à ce sujet. Pire encore, le responsable dit avoir appris la nouvelle comme tout le monde. En revanche, le HCR dit avoir dépêché une délégation des experts sur les lieux pour en savoir plus sur cette situation. Paul Félicien Nangana était mercredi au siège du HCR à Gombe. Suivez. Le gouvernement congolais n'a pas été tenu au courant. Et nous attendons dans les heures qui viennent que le HCR nous informe si lui a été tenu au courant, mais nous a tenus dans l'ignorance. Cette déclaration du porte-parole du gouvernement congolais lance la balle dans le camp du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Celui-ci reconnaît l'entrée massive de plus ou moins 200 familles en provenance du Rwanda, mais opte pour le silence sur la nationalité de ces réfugiés. Une équipe de cette agence est déjà à pied d'œuvre pour identifier ces personnes. Pour l'instant, nous sommes en train de voir avec nos collègues du HCR au Rwanda, parce que ces personnes seraient parties des camps des réfugiés congolais au Rwanda. Nous sommes en train de voir avec nos collègues si effectivement il y a eu des départs dans les camps des réfugiés congolais au Rwanda. Au même moment, notre partenaire IEA a dépêché une équipe à Rutshuru pour justement vérifier si effectivement des personnes sont arrivées dans cette partie de la République démocratique du Congo et si ces personnes possèdent des documents pouvant les identifier comme étant des réfugiés. Donc c'est au retour de cette mission que ces personnes sont effectivement des réfugiés. En attendant le retour de la commission du HCR, le flou continue à susciter des interrogations. Surtout que, selon les autorités provinciales du Nord Kivu, ces réfugiés seraient des Rwandais venus prêter main forte au M23. La population congolaise, quant à elle, attend de pied ferme les résultats de la mission pour dissiper tout malentendu. L'agenda tant redouté de la balkanisation de la RDC serré au centre d'une messe noire à Goma révèle le quotidien Le Potentiel paru ce jeudi. L'envoyé spécial de Ban Ki-moon et Paul Institute organisent une conférence internationale pour parler de l'instabilité qui règne dans cette partie du territoire. Des intellectuels, acteurs de la société civile de la sous-région de Grand Lac ont été conviés à ces assises qui se tiennent dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Suivez plutôt la réflexion de rédaction de Télé7 sur ces dossiers rendus par Bijumboy. Goma, ville martyre depuis des décennies, est aussi le lieu que les intellectuels et acteurs de la société civile de la sous-région des Grands Lacs ont choisi pour abriter leurs travaux. Mais seulement, cette grande réunion initiée par l'envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la sous-région, Mary Robinson, et Paul Institute est perçue comme la face visible d'un coup fourré. Une pilule amère que l'on veut faire avaler au peuple congolais. Et ce qui est curieux dans tout ça, c'est que l'élite congolaise qui est mise à contribution pour remplir la sale besogne. Le peuple congolais qui n'est pas dupe connaît déjà les tenants et les aboutissants de cette démarche, qui d'ailleurs n'est pas un fait nouveau. En fait, la communauté internationale, en organisant cette rencontre au nom de la paix, poursuit 3 objectifs. Primo, faire profiter les ressources naturelles de la RDC à tous ses voisins de la région des Grands Lacs. Secundo, exiger l'autonomie de gestion de l'espace cerné. Et tertio, enclencher la procédure d'autodétermination avec au finish l'indépendance proprement dite.
Tout ce que les cogitateurs de ce plan oublient, c'est que la RDC n'est ni à vendre, ni à mettre sous tutelle. Les Congolais sont suffisamment sensibilisés sur ce complot de balkanisation de la RDC qu'il est d'ores et déjà voué à l'échec. Les metteurs en scène actuels sont connus dans l'opinion nationale. En termes clairs, les deux organisateurs en savent quelque chose du courroux que l'on impose à la RDC. Paul Institute a été créé et financé par les balkanisateurs de la RDC. Quant à Mary Robinson, celle-ci se distingue par son double langage. Et le choix de Goma n'est pas fortuit. Les observateurs avertis perçoivent là l'ambition des organisateurs de faire échapper cette ville au contrôle de Kinshasa. Ou pire encore, d'en faire la capitale de la République en gestation après la balkanisation. Vu sous cet angle, cette rencontre de Goma n'est rien de plus qu'une messe basse. Dans l'entretemps, la délégation du mouvement social pour le renouveau qui s'est rendue à Kamango dans le territoire de Béni au Nord Kivu pour prendre la mesure de réalité combien difficile des compatriotes qui habitent ces coins du pays et des retours dans la capitale. Le rapport sera transmis au chef de l'État qui, à son tour, devrait prendre des mesures appropriées afin de mettre fin aux activités criminelles des ADF Nalu et leurs alliés qui, depuis quelque temps, sèment la désolation dans cette partie de la République. Suivez. Composé des docteurs Mata et Beka Jean-Félix, membres du bureau politique du MSR et de l'honorable Balié Simon Kadou-Kibon Albert, député national, élu de la circonscription électorale de Béni, des ressortissants de la chefferie Watalinga, la délégation a compati avec ses compatriotes et a volé à leur secours en apportant un lot important de médicaments. À en croire l'honorable Albert Balié Simon, le 11 juillet 2013, la cité de Kabango, dans la collectivité Jeffery, Watalinga a été l'objet d'un assaut des rebelles à Defnalu, l'armée nationale pour la libération de l'Ouganda, qui ont pillé et saccagé les pharmacies, boutiques et habitations de la place. Le bureau central de la zone de santé de Kamango, l'hôpital général de référence ainsi que 5 centres de santé ont été le cible des attaques. Ordinateurs, matériel, équipements médicaux et médicaments ont été emportés par les assaillants. Les malades opérés ont été de la même manière fouettés, blessés à coups de machette et chassés de l'hôpital. Heureusement, le 13 juillet 2013, les vaillants soldats des FARDC ont réussi à chasser ces rebelles de la cité de Kamango. Cependant, ces inciviques continuent à tendre les embuscades à la population qui vaque à ces occupations. Un appui à l'église anglicane a été apporté par la délégation du MSR pour la construction et l'équipement de l'hôpital général de référence de Kamango. À travers ces élus, la population de la chefferie Watalinga lance un SOS au président de la République, commandant suprême des FARDC, afin de les libérer de même de ces hors-la-loi qui les traquent chaque jour dans leurs champs et sèment la désolation. Un autre titre de l'actualité, ce sont ces accusations de mauvaise gestion de fonds alloués par l'Union européenne à la RDC au titre de l'aide au développement. Dans un ton ferme, le gouvernement de la RDC rejette en bloc le rapport de la Cour des comptes européenne et parle des accusations gratuites. L'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa a lui aussi disculpé le gouvernement. Dans une interview à la presse, l'ambassadeur Jean-Michel Dumont précise que les autorités de la RDC ne sont pas responsables de cette mauvaise gestion. Suivez. Le rapport publié par la Cour des comptes européenne, qui accuse la RDC d'être responsable de l'affectation hasardeuse et de mauvaise gestion de l'aide accordée au pays, ne pouvait passer sous silence. La réaction du gouvernement congolais ne s'est pas fait attendre. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, souligne que l'implication des autorités légitimes de la RDC dans le processus d'initiation et de réalisation de différents projets de coopération à ce niveau est purement symbolique. La conception, la définition et l'exécution de la grande majorité des programmes financés dans notre pays par l'aide européenne au développement ont été toujours le fait exclusif d'opérateurs choisis par l'Union européenne, dans l'Union européenne, sans aucune intervention de la partie congolaise. Pour Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne, les autorités de la RDC n'ont rien à voir avec cette mauvaise gestion. Le seul point négatif que l'on retient à leur actif, c'est de n'avoir pas surveillé l'exécution des travaux sur le terrain. La Cour considère dans son rapport
que la stratégie qui a été définie par l'Union européenne était pertinente. Nous y voyons donc la validation de la stratégie que nous avons définie ensemble avec le gouvernement congolais tout au long de ce processus de concertation. Alors la Cour reconnaît évidemment certaines difficultés dans la mise en œuvre de ce programme. Elle reconnaît également ces défis, mais nous considérons ici que les programmes que nous avons développés ont eu un réel impact, qu'ils ont eu des résultats et que le chemin accompli est là. Le 10e FED opérant suivant le schéma géré théoriquement par une cellule d'appui à la gestion du ministère de la Santé, mais dont la gestion au niveau financier a été confiée à 2 experts de l'Union européenne. Il serait donc inopportun de tenir les autorités congolaises de responsables de cette situation. Car selon la coordination de fonds européens pour le développement, la RDC a bien ordonnancé les opérations à tous les niveaux. Chaque 3 octobre, l'Allemagne célèbre la journée de sa réunification. Suivant le principe du fédéralisme, ces activités s'organisent dans différentes villes du pays d'Angela Merkel. L'unité allemande, c'est le fruit de la ferme volonté de la population de 2 entités de vivre ensemble. À cet effet, je vous invite à suivre ce rappel historique que nous propose Christopher Kamanda. De 1954 à 1990, la République fédérale d'Allemagne commémorait le 17 juin en souvenir de la révolte ouvrière de 1953, la perte de l'unité nationale allemande. En 1952, le gouvernement Olbricht avait durci sa politique, instauré de manière systématique le socialisme en Allemagne de l'Est. Les conditions nécessaires de se dégrader et les tensions sociales s'amplifier. Le relèvement des normes de travail qui engendra d'importantes diminutions des salaires, amplifiant les mécontentements populaires. En pleine guerre froide, cette révolte marquant le premier soulèvement populaire dans le bloc communiste. Il fut réprimé dans les songs par des chars soviétiques. Dans les années 80, la politique de la perestroïka du président de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, conduisit les Allemands de l'Est à exiger des réformes et à réclamer plus de liberté. À partir de l'été 1989, les structures mises en place en Allemagne de l'Est se désintègrent au fur et à mesure, entraînent dans une spirale d'événements devenus incontrôlables. La Hongrie ouvrit ses frontières et des milliers de citoyens de l'Allemagne de l'Est affluèrent en Allemagne de l'Ouest par l'Autriche. Les modestes mouvements d'opposition grandissent. Les premières manifestations de masse éclatèrent lorsque, en octobre 1989, les dirigeants est-allemands voulurent célébrer le 40e anniversaire de la fondation du pays. Les chefs de l'État et du parti Erich Honecker, les conseils des ministres et les bureaux politiques du Parti communiste démissionnèrent en bloc. La révolution douce en République démocratique d'Allemagne engendra une espèce de paralysie des organes de l'État. La réglementation sur les voyages à l'extérieur du pays suscita d'immenses espoirs au sein de la population et entraîna l'ouverture des points de passage à la frontière à Berlin. Les murs étaient de facto tombés. La nouvelle devise des manifestants devint Allemagne, patrie unie. En 1989, le chancelier fédéral Helmut Kohl présenta un programme de confédération des 2 Allemagnes qui hésitait encore à parler franchement de réunification pure et simple. L'union monétaire économique et sociale était réalisée. En août 1990, la Chambre du peuple de la République démocratique d'Allemagne et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne signent le traité d'unification. Il fournit la base juridique interne de la réunification. À Moscou, les ministres des Affaires étrangères des 2 États allemands et des 4 États victorieux de la Seconde Guerre mondiale signèrent les traités sur la réglementation finale concernant l'Allemagne qu'on appellera traité 2+4. Le 3 octobre, la République démocratique d'Allemagne adhéra officiellement à la République fédérale d'Allemagne. L'unité étatique de l'Allemagne était restaurée. Réunification de l'Allemagne, symbole de la fin de la guerre froide et des mondes unipolaires.
Si vous passez sous le pont Matete, vous remarquerez sans doute les embouteillages monstres qui ont élu domicile depuis qu'une entreprise chinoise s'adonne à la réhabilitation de cette artère. Les usagers éprouvent maintes difficultés pour passer, nous disent Thierry Kassongo et Jean Lumossi. Avec la présence des saisonniers, les embouteillages sont devenus fréquents ces derniers jours à cet endroit. Pas d'affluidité, pas de vitesse, pas de solution pour rouler à vive allure et pourtant, cette route d'intérêt public relie Tchango au centre-ville. À la base de cette situation, le travaux de réhabilitation effectué au niveau du pont Matete. Les usagers de cette artère sont sereins quant à l'évolution des travaux exécutés par une entreprise chinoise. Nous sommes contents de l'évolution. Aussitôt cette partie finie, ça ira. En tout cas, la pont Matete, il y a quelques bouchons. Si les travaux terminent, nous serons tous contents. Les phénomènes de l'antella, c'est-à-dire le ramassage des clients le long de la route sans tenir compte des arrêts bus établis, serait aussi à la base de cette situation. Les populations de ce coin souhaitent que le gouvernement prévoie des routes parallèles en cas de travaux. Cela pour permettre la circulation des personnes et leurs biens dans la ville de Kinshasa. Page sportive à présent, le Daring Club Motema Pembe n'est pas encore au bout de ses peines à peine mise en place. Le comité de direction de cette formation sportive rentre à nouveau dans une zone de turbulence. Quelques mois seulement après son élection, Max Mayaka est démis de ses fonctions de président de coordination du club vert et blanc de la capitale. Il lui est reproché sa non-participation aux besoins de l'équipe. La décision est tombée mercredi à l'issue de la réunion élargie du comité de cette équipe tenue dans un hôtel de Kinkole. Martin Bouyamba et Pati Alouma. Des points débattus au cours de cette réunion élargie du comité du DCMP, il ressort la suspension après 49 jours de prestations du président du comité de ce club. L'incriminé refuse d'admettre cette décision qu'il qualifie d'anarchie. L'homme dit être le seul habilité à convoquer les réunions selon les statuts de l'équipe. Cette situation étant, il revient au président de la section football d'assurer l'intérim. Chimanga Chimpamba Vidier en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres pour amener au bon port le club. Les décisions ont été prises. Maintenant, j'espère que tout un chacun d'entre nous sera à la hauteur de la responsabilité de la décision qui a été prise aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une décision prise à la légère. Et il faudra maintenant en assumer les conséquences, les droits et les devoirs devant ceux qui nous ont élus et ceux devant qui et pour qui nous avons pris cette décision. 42 joueurs sont internés pour 10 jours sur ces sites de Kinkole. Plus de 77 000 $ américains sont débloqués sur fonds propres de la section football pour la préparation des athlètes au prochain championnat. Et à présent, je vous invite à suivre la revue de presse avec Rosa Wazi. Plusieurs sujets rivalisent d'ardeur. Le journal paru ce jeudi à Kinshasa, ouvrant le bal avec la prospérité qui titre à sa une, l'opposition répond à l'appel de Kengo et Minaku. Ils avaient posé une litanie de préalables dont certains ont été rencontrés. Ces ténors de 4 plateformes de l'opposition qui avaient enfin de la semaine pris la liberté de jeter les clous de chant. Quelques jours après, voici qu'ils annoncent leur participation à la plénière prévue pour ce jeudi. Le dépêche de Brazzaville reviennent sur le point de presse tenu hier par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui a dénoncé la tendance de la Cour de compte européenne à vouloir traîner la RDC à la barre tout en sommant les autorités politiques à rendre compte de la mauvaise gestion de projets de développement auxquels ils n'ont jamais été associés. Bouclons cette revue de presse avec le potentiel qui parle d'une messe noire à Goma. Intellectuels et acteurs de la société civile de la sous-région des Grands Lacs sont consultés pour une conférence internationale. Le lieu choisi pour cette rencontre est Goma. L'ordre du jour concerne l'instabilité qui règne dans cette partie du continent. Mary Robinson, envoyée spéciale de Ban Ki-moon, et Paul
Institute en sont le metteur en scène. Pour les spécialistes de la sous-région, l'agenda tant redouté de la balkanisation de la RDC serait au centre de ce que l'on peut d'ores déjà appeler la messe noire de Goma. Et c'est la fin de cette revue de presse. Nadine Laying. Merci Rosa Wazi pour cette revue de presse et merci à vous pour votre fidélité à Télé 7. Bonsoir. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Le groupe de presse L'Avenir a le profond regret d'annoncer au public et à la famille communicationnelle le décès de Madame Divine Afa Mbaki, journaliste reporter à la rédaction télé de la RTGA, mort survenu le dimanche 29 septembre 2013 de suite d'une courte maladie. La levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa est prévue pour le vendredi 4 octobre 2013 à 12h. Après une escale de 20 minutes dans l'enceinte de la RTGA, le corps sera exposé dans la salle Bonsomi, située sur l'avenue Kabambaré, en diagonale de la maison communale de Barumbu. L'inhumation interviendra le samedi 5 octobre 2013 au cimetière de Mitendi à 13h. Le groupe de presse L'Avenir a le profond regret d'annoncer au public et à la famille communicationnelle le décès de Madame Divine Afa Mbaki, journaliste reporter à la rédaction télé de la RTGA, mort survenu le dimanche 29 septembre 2013 de suite d'une courte maladie. La levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa est prévue pour le vendredi 4 octobre 2013 à 12h. Après une escale de 20 minutes dans l'enceinte de la RTGA, le corps sera exposé dans la salle Bonsomi, située sur l'avenue Kabambaré, en diagonale de la maison communale de Barumbu. L'inhumation interviendra le samedi 5 octobre 2013 au cimetière de Mitendi à 13h.